Bonjour à toutes et tous pour ce webinaire sur la santé au travail des dirigeants en TPE. Donc ce webinaire durera 1 heure nous avons la chance d'avoir un partenariat avec l'OPCO Entreprise de proximité avec lequel ce temps a été construit. Alors, pour démarrer, quelques mots sur l'ARAC, l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, dont la mission est de promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant conjointement sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Et notre mission est d'accompagner les entreprises dans le cadre de demandes qu'elles nous formulent pour expérimenter, concevoir et diffuser des méthodes et des outils qui ensuite seront à la disposition de toutes les entreprises. Nous faisons partie d'un réseau avec une agence publique sous la tutelle du ministère du Travail et notre particularité est d'être paritaire. Alors, nous sommes dans la semaine pour la qualité de vie au travail. Donc, cette semaine est consacrée à de multiples rendez-vous sur ce sujet avec un thème dédié cette année autour du collectif de travail. Comment finalement travailler ensemble, faire équipe, et c'est particulièrement quand même important dans la période où nous avons vécu des situations d'éclatement géographique de nos lieux de travail. Et puis cette semaine, c'est aussi l'occasion de donner la parole aux entreprises et de leur donner notamment l'occasion de témoigner sur la façon dont elles ont initié des démarches d'amélioration des conditions de travail, des démarches pour améliorer la santé, la prévention et puis le développement de leur entreprise. Alors, pour nous accompagner et animer ce webinaire, donc, je vous présente rapidement les intervenantes côté ARAC, donc moi-même, Laurence Théry, et puis Catherine Ruffinbeck, chargée de mission à l'ARACT. Et puis, je le disais, notre partenaire, l'OPCO Entreprise de proximité, avec Valérie Wagner, conseillère, et l'entreprise Jet d'encre, Madame Azouz, que nous remercions chaleureusement du témoignage dont elle va, qu'elle va faire et qui va, je l'espère, inspirer d'autres entreprises, car il n'y a rien de tel que les entreprises pour parler aux entreprises. Alors, quelques mots du programme qui nous attend. Donc, avant de passer la parole à Madame Wagner, et nous aurons d'abord la restitution d'une enquête qu'on a réalisée conjointement l'ARACT et l'OPCO-EP auprès des dirigeants de TPE. Donc, que nous dit cette enquête? Et Madame Wagner nous présentera les principaux résultats. Ensuite, nous aurons le témoignage de la dirigeante Jet d'encre, Madame Azoug. Et puis, nous terminerons avec finalement la présentation et la mise en discussion des enjeux de la santé au travail des dirigeants autour de la charge de travail avec Catherine Ruffinbeck. Et puis, pour conclure, nous vous présenterons les dispositifs existants pour vous soutenir. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Valérie Wagner pour cette première séquence. Merci Valérie. Il faut que vous ouvriez votre micro, Valérie. Excusez-moi, ça commence bien. Donc Valérie Wagner, conseillère à l'OPCO des entreprises de proximité. Donc l'OPCO, en fait, est un opérateur de compétences. Une brève, je dirais, présentation de l'organisation. Donc nous sommes une structure nationale répartie sur les 13 régions, en métropole et dans les DROM. Nous intervenons auprès de 54 branches professionnelles qui représentent environ 402 000 entreprises. Plus spécifiquement en Hauts-de-France, donc nous avons une répartition sur cinquantaine départementale. C'est 60 collaborateurs, 20 conseillers donc de proximité et je dirais de façon environ donc 40 000 entreprises et 135 000 salariés couverts. Alors, la mission essentielle de l'opérateur de compétences, l'OPCO-EP en l'occurrence, c'est d'accompagner les projets de formation et d'emploi des entreprises, des secteurs de l'artisanat,
l'artisanat, donc pour exemple les boulangers, les pâtissiers, les fleuristes, les professions libérales comme les médecins, les vétérinaires, et les sociétés de services de commerce de proximité, pour exemple les commerces détaillants de chaussures, par exemple. Au niveau je dirais, de nos missions essentielles, c'est d'une part d'apporter un appui technique à nos branches professionnelles adhérentes, les aider dans la montée en compétences des salariés de ces branches plus spécifiques, de travailler sur les certifications, sur l'apprentissage, mais c'est également d'assurer un service de proximité pour nos TPE, PME, faire remonter finalement les besoins de terrain, les besoins en formation, mais tous les besoins exprimés par nos entreprises, et bien entendu, faciliter l'accès à la formation des salariés dans le cadre de plans de développement des compétences. Et puis, bien entendu, un peu le nerf de la guerre, c'est le financement des dispositifs de la formation, plus spécifiquement l'apprentissage, mais sans oublier, bien entendu, toute la part du développement des compétences des salariés, mais également de la promotion par alternance. Alors, au-delà de ces missions, nous avons développé des partenariats. Et un des partenariats est effectivement celui que nous avons aujourd'hui avec l'ARACT. Et nous nous sommes interrogés sur les questions relatives aux conditions de travail et notamment aux conditions de travail de nos dirigeants, de nos entrepreneurs. Il est vrai que depuis 2 ans, le terrain nous fait dire que nos dirigeants souffrent, ont des difficultés, pas toujours exprimées, pas toujours évaluées. J'ai toujours la petite histoire de dire qu'on a 20 millions d'entreprises en Europe, mais qu'on connaît bien plus les problèmes de santé des baleines que nos entrepreneurs et des dirigeants. Donc, on s'est attaché à enquêter auprès de nos entreprises. Donc, quand je dis nos entreprises, effectivement, ce sont des entreprises qui relèvent essentiellement de l'OPCO, des entreprises de proximité, de faire une étude qui a eu lieu en mai 2021. Nous avons eu autour de 160 répondants, et ces entreprises donc, sont principalement implantées sur, bien sûr, les Hauts-de-France. L'effectif moyen était de 11 salariés, et plusieurs secteurs d'activité ont répondu à ce type de questions. Nous avions donc des boulangers, du service à la personne, des professions libérales, des médecins. Et je tenais aussi à remercier, tout à l'heure, on remerciait chaleureusement notre futur témoignage de Soraya, mais je tenais également à remercier toutes les entreprises qui vraiment nous ont accordé un petit peu de temps pour répondre à ce questionnaire, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un premier éclairage sur ce qu'est finalement la santé au travail de nos dirigeants. Au niveau de la population qui a été interrogée, une répartition entre hommes-femmes, donc on a constaté qu'effectivement on avait un peu plus de femmes qui avaient répondu à ce questionnaire. Et sur la tranche d'âge, 47% des dirigeants donc interrogés avaient entre 31 et 49 ans, et 39% entre 50 et 59 ans. Un peu moins, je dirais, de présence de dirigeants plus jeunes parmi donc les répondants qui ont pris la peine de répondre à ce questionnaire. La première question était de savoir finalement quel est l'état de santé de nos dirigeants. Comment est-ce qu'eux perçoivent leur état de santé aujourd'hui, 2 ans après finalement une crise qui a été quand même assez perturbante. Et le constat, c'est que 58% estiment que leur état de santé est plutôt bon, 37% plutôt moyen. On a évalué également leur état de santé, enfin évalué. On a repéré des différences, si on peut dire, selon aussi leur âge. Donc 47,5% pour les moins de 49 ans ont estimé qu'ils étaient plutôt en excellente, voire bonne santé, 65,5% pour les plus de 50 ans. Donc une différence, effectivement, Alors, par rapport à cette étude, je n'ai peut-être pas précisé, pour l'instant, on est plutôt sur une étude qui va nous éclairer sur, je dirais, des axes que nous pourrons peut-être retravailler par la suite, notamment avec des dirigeants qui pourraient être effectivement participants dans des ateliers ou dans des réflexions autour de cette problématique. Je reviens sur le questionnaire donc concernant également les réponses sur l'état de santé donc pour tous ceux qui ont considéré que c'était bon, excellent, en fonction également de leur genre. Donc les femmes à 53%, les moins de 49 ans ont répondu à 53%, les plus de 50 ans, 61%.
Pour les hommes, on a quand même une différence assez significative, puisque on a 72,5% des moins de 49 ans qui ont répondu que leur état de santé était plutôt bon ou excellent, et 27,5% pour les plus de 50 ans. Et puis, depuis la crise sanitaire, que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu effectivement un impact de cette crise sur le ressenti par rapport effectivement à cet état de santé? Et on s'aperçoit, quand on regarde les chiffres d'un petit peu plus près, qu'on a 80% qui estiment que la crise a eu un impact sur leur état de santé, avec effectivement, je dirais, des variations en termes de degrés, beaucoup 19,5%, moyennement 21%, un peu 39%, et quand même pas du tout. On a 20,5% qui ont estimé que finalement, cette crise n'avait pas eu d'impact sur leur propre état de santé. Toujours dans cette enquête, on s'est intéressé également donc, aux facteurs liés au travail qui pouvaient impacter l'état de santé des dirigeants. Sur cette question, on leur a fait plusieurs propositions. Et ce que l'on constate au regard des résultats, on a donc 3 tendances qui émergent. La première, ou le premier facteur, c'est la charge de travail. Le second, c'est plutôt le suivi des obligations administratives, réglementaires. S'ensuit la gestion du personnel, des marchés. La solitude arrive également, donc, alors pas dans les priorités, mais c'est quand même un pourcentage qui nous interpelle. Le management. Et ensuite, effectivement, donc on est plus sur des considérations donc autres, médecine du travail. Mais je dirais que sur l'impact, les facteurs liés donc au travail, on a effectivement la tendance, cette forte tendance à estimer qu'aujourd'hui, la charge de travail a un impact fort sur la santé et sur les conditions en fait, d'exercice du métier de dirigeant. On peut parler des facteurs effectivement qui impactent, mais ce qui nous a intéressé également, c'était de comprendre finalement quels étaient les leviers que pouvait actionner le dirigeant, l'entrepreneur, pour améliorer ses propres conditions de travail, ou ses propres conditions, sa santé, on va dire, au travail. Donc, ce qui est apparu et ce qui est émergé en priorité, c'est le prendre du temps pour soi, savoir prendre du recul, faire du sport. Mais également, retrouver les temps physiques avec ses pairs, moins de stress administratif et être accompagné et se faire aider dans la gestion de crise. Autre question qui nous est apparue intéressante d'exploiter, d'explorer, c'est finalement les conditions de travail du dirigeant, est-ce qu'elles ont un impact sur celles de ses équipes? Ce qu'on constate dans les réponses, c'est qu'à 47%, les dirigeants considèrent qu'effectivement, leur état de santé peut avoir un impact sur la gestion de l'équipe, sur les conditions de travail de leurs salariés. Et dans ce contexte, comme on a évoqué donc les facteurs qui impactent, je dirais, la santé de ces dirigeants, on s'est également interrogé sur leur connaissance des dispositifs, des soutiens possibles. Et là, le chiffre, il est clair. 80% de l'ensemble des participants donc, à ce questionnaire ont répondu que non. Effectivement, ils n'avaient pas forcément la connaissance des aides, des soutiens possibles. Ce que l'on a également exploré, c'est des propositions qui peuvent être faites aujourd'hui concernant un accompagnement qui pourrait leur être proposé. Et on leur a demandé à qui ils feraient spontanément appel dans le cas où ils se trouveraient, où ils se sentiraient en difficulté. La première réponse est celle du coach, c'est-à-dire que c'est la première démarche où spontanément, ils iraient plus spontanément vers une personne qui pourrait effectivement les accompagner. Deuxième tendance, la médecine du travail. Alors, je rappelle concernant la médecine du travail que la médecine du travail est effectivement aujourd'hui plus à disposition des dirigeants salariés,
Et donc, la question peut se poser effectivement pour nos dirigeants, nos entrepreneurs qui ne sont pas des salariés. On a également une tendance assez forte pour une adhésion, on va dire, au fait d'aller spontanément vers un club de dirigeants, donc, auquel on appartient. L'ANACT a également été mentionné. Dans autres, quand on regarde les réponses, on est plutôt sur la famille, le conjoint, les amis. 9% ne savent pas. Peut-être aussi un point à explorer. On ne sait pas vers qui se diriger. 7%, on est effectivement plus sur aucun ou personne, finalement, est-ce que j'en ai besoin? On peut s'interroger. Et puis ensuite, on est vraiment donc à là un tout petit pourcentage, peut-être par faute de connaissances ou méconnaissance effectivement des possibilités, notamment concernant le fait de faire appel à des mutuelles ou à des services d'écoute. Et de fait, on leur a également posé la question pour savoir s'ils pourraient être intéressés par un accompagnement, plusieurs types d'accompagnement, un accompagnement qui permettrait d'améliorer l'organisation et celle de l'entreprise, la possibilité d'assister à des groupes d'échange de pratiques entre des dirigeants sur des thématiques qui seraient liées bien sûr à leur quotidien, un programme de formation qui permettrait d'améliorer leurs contraintes de dirigeants. Et donc on voit que sur ces 3 types d'accompagnement, on a une forme d'unanimité, si on peut dire, on est à 20% à chaque fois de réponse. Autre accompagnement possible, ce serait le soutien psychologique, pour faire face notamment à des situations difficiles. Et je dirais dans les derniers types d'accompagnement qui pourraient être intéressants pour ces dirigeants, ce serait un accompagnement ou un conseil de professionnels en ergonomie pour l'amélioration des conditions de travail. Et ensuite, là, dans ces cas-là, on n'a pas eu de réponse à proprement dit. Donc, pour ces propositions d'accompagnement, nous avions nous-mêmes sollicité, effectivement, ou du moins proposé des solutions d'accompagnement. Ce n'est pas issu, je dirais, de la réflexion propre des dirigeants qui ont pu répondre à ce questionnaire. Et puis, en dernière partie de ce questionnaire, on a souhaité laisser la parole à ces dirigeants. On a retenu, je dirais, 4 verbatims, mais qui, quelque part, reprennent l'ensemble des témoignages qui ont pu être inscrits dans cette enquête et qui sont très représentatifs d'un état d'esprit. Si on regarde, le premier, c'est effectivement beaucoup de choses liées à la situation sanitaire sont devenues à la main et de la responsabilité plutôt de l'employeur, ce qui n'est pas normal. Il est temps effectivement de se poser la question de comment vont les entrepreneurs. Autre témoignage, à bout, faute de personnel, mon activité peut s'arrêter à tout moment. Ayant eu moi-même le Covid et mon employé, j'ai été surprise de ne pas avoir de suivi après ma reprise, alors que mon employé a fait une visite médicale. J'aurais voulu avoir du soutien, plus de facilité pour reprendre, tant sur le plan financier que sur le plan organisationnel. Et puis, un facteur externe également qui fait qu'aujourd'hui, l'état de santé peut être fragilisé, c'est qu'il y a une exigence des clients, il y a une diminution du temps de travail qui astreint le chef d'entreprise à être sur tous les fronts, l'homme orchestre, celui qui fait tout dans l'entreprise. Concernant cette enquête, donc on a eu effectivement un certain nombre de témoignages, là plutôt d'un point de vue statistique, et on a sollicité donc une de nos dirigeantes qui intervient effectivement dans le domaine de la formation, mais je vais la laisser se présenter, Soraya Azouk, et qui va témoigner de son vécu, d'une expérience peut-être qui a été à un moment donné douloureuse dans son parcours professionnel. Et donc, je vais laisser la parole à Soraya, que je remercie de se prêter à cet exercice, pas toujours facile,
surtout sur un thème qui reste encore malgré tout assez tabou. Soraya, je vous donne la parole. Bonjour à tous. Tout le monde, ça va? On m'entend, Valérie? On m'entend? Oui, c'est bon. Bonjour. Alors, effectivement, je suis dirigeante de Jet d'encre depuis un peu plus de 20 ans. Ça va, je maintiens encore la forme. J'ai un double regard, en fait, sur le bien-être du dirigeant au travail. Alors, à la fois en tant que moi-même manager d'une petite équipe et donc patron d'une petite structure, mais aussi via l'accompagnement des clients lors de nos interventions, puisque nos interventions sont basées principalement sur notre comportement en situation de communication professionnelle. Comment je gère la relation avec mes clients, mon équipe, mon chef, mes collègues. Alors que je donne des conseils, j'ai été moi-même, maintenant je dis que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. J'ai effectivement vécu, je pense, un événement auquel je pense que beaucoup de chefs de petites entreprises passent au moins une fois dans leur vie, qui m'a donné le sentiment d'être une saloperie de petit patron acharné du travail qui risque d'y laisser sa peau suite à des arrêts consécutifs maladie de l'une de mes salariées qui était pilier au plan administratif. C'était des arrêts qui étaient, vous savez, les arrêts de travail, on les fait de 15 jours en 15 jours, ils se sont étirés pendant 5 mois. Donc, je n'avais pas de visibilité sur son retour, pas la possibilité de ce fait de recruter, puisque je ne savais pas si cette salariée allait revenir ou pas. Très peu d'informations, parce que vous savez que quand il y a un arrêt maladie, finalement, la relation employeur-salarié peut être assez opaque. Et tout ce que j'ai trouvé à l'époque comme moyen pour maintenir l'activité, c'était de travailler jour et le jour et la nuit. Alors, comment je m'en suis sortie? Alors, j'y croyais pas, mais je le dis à tout le monde, je suis dirigeant non salarié, mais j'ai eu l'occasion d'être forcément visitée par la médecine du travail. Le médecin du travail est venu dans l'entreprise pour évaluer les possibilités de reclasser la salariée avant d'estimer s'il y avait nécessité de la mettre en incapacité de travail. Et en fait, vraiment, cet entretien-là, il a été salvateur. Donc, on dit effectivement que le médecin du travail, il est en principe là pour les salariés, mais j'avoue que pour le coup, cette dame, parce que c'était une dame, elle a vraiment bien joué son rôle de médiateur, parce que tout simplement, au cours de l'entretien, je me suis mise à pleurer. Alors, non pas de chagrin, mais des larmes de fatigue. Elle m'a interrogée sur ma salariée, mais très vite, elle s'est rendue compte qu'en TPE, finalement, la santé du salarié a un peu impacté sur celle du dirigeant et inversement, puisqu'on reste un petit groupe d'êtres humains très influençables. Et au vu de la fatigue que je générais, puisque ça faisait 5 mois que je travaillais nuit et jour, elle a tranché en fait. Elle n'est pas allée plus loin dans l'échange et elle m'a dit qu'on allait accélérer la procédure d'incapacité de travail pour ma salariée. Donc pour moi, c'est une expérience marquante, douloureuse. Il y a encore un petit peu de traumatisme psychologique de mon côté. Mais bon, j'ai rebondi, c'est ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qui m'a aidée donc, je vais pas. Enfin, alors que j'étais pas forcément. Je ne comprenais pas pourquoi je payais des cotisations pour la médecine du travail. Maintenant, je comprends mieux. Je pense que si demain, une situation telle que celle-ci arrivait, j'attendrai pas 5 mois pour solliciter le médecin du travail. Parce que dans l'histoire, il faut veiller au bien-être des deux parties. Le partenariat aussi, les gens autour de moi m'ont beaucoup aidé, les clients m'ont aidé à tenir, parce que sincèrement, au bout de 5 mois de travail de nuit et jour, on a juste envie de mettre les comptes de l'entreprise à jour et puis que ça s'arrête, presque. J'en étais arrivée là. Et les clients, en fait, ça reste des êtres humains, même si on est dans un monde difficile. Les partenaires, le comptable. Et puis, je dois dire que j'ai continué à faire du sport. Voilà, en gros. Aujourd'hui, donc cette histoire date d'il y a 3 ans. Ouais, 3 ans déjà. J'ai recruté. Je fais très, très attention au recrutement.
Alors, effectivement, dans les causes des difficultés qui touchent à la santé du dirigeant, oui, c'est de trouver les bonnes compétences. C'est pas simple. C'est pas simple. Je pense qu'il y a nécessité, alors je sais pas, de trouver une structure, quelque chose qui fasse que dans les petites entreprises, quand il y a des arrêts maladie, on puisse être accompagné sur ce plan-là. Parce que de recruter et de former une personne, ça prend du temps. Et une société d'intérim, ça coûte cher. Et encore faut-il qu'on ait la bonne personne. Voilà, je pense que, enfin, j'ai pas vraiment de recette, mais je pense que c'est important de bien choisir, bien s'entourer, mais vraiment de tout. Soraya, qu'est-ce que vous auriez envie de dire finalement à tous ces interlocuteurs que nous avons là derrière l'écran? Alors, si vous avez le sentiment d'être une saloperie de patron, c'est que parfois, parce qu'on est une saloperie de patron, quand on lâche pas le travail parce qu'il nous manque quelqu'un ou parce qu'il faut mettre un coup de collier, gardez le moral, suivez votre cœur de métier, parce que ça c'est important. Même si autour de soi on vous dit que vous êtes fou, que vous allez y laisser votre peau, ménagez-vous un temps de repos. C'est-à-dire que quand on peut plus, c'est pas la peine d'aller plus loin. De toute façon, sème des graines. Et même si on s'arrête de prendre, par exemple, 2 jours de repos, ça va pas changer le monde. Alors, je sais que c'est pas une recette toute faite, mais en tout cas, moi, j'ai fait ça. Voilà, faire du sport et puis s'entourer de gens positifs dans la vie privée qui vous rechargent plutôt que de vous dire que vous êtes fou, que vous n'allez pas y arriver, qu'il valait mieux être salarié et que c'est difficile. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut aider, mais c'est des petites ficelles. Se faire accompagner aussi. Alors moi, j'ai bien géré aussi parce que j'ai un cabinet qui travaille sur la gestion du stress et la communication. Je pense que si j'avais pas ces techniques-là, peut-être que je me serais foutue en colère quand même après le énième arrêt maladie renouvelé sans savoir pourquoi la personne est en arrêt. Je pense que mes ancrages de manager m'ont aidé. Voilà, donc ouais, peut-être se former au management, bien se faire accompagner, s'écouter aussi. Quand on est fatigué, savoir s'arrêter. Et puis se faire du bien. Allez, on n'attend pas la fin de semaine ou les vacances. Je pense que se faire un petit plaisir par jour, ça fait du bien au moral et à l'énergie. Et Soraya, par rapport à votre… donc là, vous nous avez vraiment exprimé un vécu et je vous en remercie parce que c'est jamais simple d'exprimer ce que non, surtout que ça a été très compliqué. Par rapport aux dirigeants que vous accompagnez, parce que vous êtes quand même amené régulièrement à travailler auprès des petites entreprises et donc des dirigeants, qu'est-ce que vous avez pu constater depuis quelques années? Valérie, moi, je suis surprise de voir que la gestion du personnel, elle n'arrive pas en première position. Parce que ce que je constate, moi, j'ai une enquête. Oui. J'accompagne des TPE et des PME, dont de nombreuses femmes, en fait, qui sont dirigeantes, et souvent le conflit. Alors, soit l'absence, le conflit, les difficultés liées à la relation lorsqu'on ne s'entend pas ou lorsqu'il y a des accords. La crise Covid, elle a été aussi le théâtre on ne sait pas toujours ce qu'on peut dire. Est-ce qu'on pouvait… Les lois sur le télétravail, elles se sont mises en place parce qu'il y avait des structures RH dans les grands groupes, mais dans les TPE, PME, finalement, moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut se retourner du jour au lendemain. Comment je gère le conflit, la difficulté d'un salarié qui est démotivé. Et puis ce que j'entends, c'est oui, des patrons qui prennent pas de temps pour eux, qui sont des machines à travailler pour faire tenir l'entreprise. Voilà. Enfin, sur ce qui peut toucher à la santé, en tout cas du dirigeant, il faut avoir une sacrée dose de courage et un sacré grain d'optimisme et d'enthousiasme. Mais voilà, ce que j'entends, c'est que en fait, ce qui arrive en premier, c'est la difficulté à recruter, à trouver les compétences, à les fidéliser. En tout cas pour les petites structures, les fidéliser. Et puis comment je fais quand j'ai un conflit au travail, qui est lié à la relation managériale ou aussi au fait qu'on a une personne qui peut être une ou des personnes démotivées ou en difficulté aussi. Parce que le manager, il est coach aussi. Je ne sais pas si je réponds à la question, Valérie. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok, écoutez, je pense que c'est un beau témoignage qui a le mérite de faire
place, je dirais, à un vécu personnel, mais également à votre approche finalement de l'entreprise et de ce que vous pouvez vivre au quotidien auprès des dirigeants que vous accompagnez. Oui. Je vois une question. Il y a une question. Oui, il y a une question sur l'impact du télétravail. Alors, c'est vrai que encore hier, j'étais en intervention et par exemple, le télétravail, eh bien, c'est compliqué, c'est pas toujours bien clair, mais voilà, il y a des personnes qui n'ont pas envie de revenir, qui ont peur de revenir travailler. Il y a des personnes qui veulent enlever le masque parce qu'elles sont vaccinées. C'est les questions que je retrouve. Et puis d'autres qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc du coup, le chef d'entreprise, il doit manager tout ça. Ça va être des nouvelles questions qui vont arriver entre le droit à la liberté individuelle et le droit à la sécurité pour tous. Voilà, enfin, le télétravail, il intervient là-dessus, où je rencontre aussi des patrons qui ne savent pas comment faire, puisque parfois on brandit la pancarte télétravail et j'ai pas forcément les outils et la structure pour. Et par rapport à votre pratique, est-ce qu'il y a eu une évolution dans les propres interventions que vous faites et vos propositions? Oui. C'est l'angle que vous avez vu évoluer en quelques années, finalement, les prestations qu'on peut proposer. Il y a un gros besoin d'échange du patron de PME. C'est-à-dire que même, par exemple, pour une intervention qui concerne ses salariés, il y a forcément un débrief après et j'ai l'impression qu'il y a une grosse demande, un besoin d'échange, d'évoquer sa difficulté comme une écoute en fait, comme une écoute avec un besoin d'attente de réponses concrètes, du concret. Il y a un gros besoin à ce niveau-là de comment je fais quand j'ai une équipe. Dans mon équipe, j'ai des personnes qui veulent pas revenir travailler parce qu'elles ont peur. Voilà, comment je mets en application toutes les lois qui nous sont imposées. Et enfin, comment j'adapte ma petite structure à cette normalisation du traçage des process que l'on demande aux salariés, mais aussi aux petits dirigeants. C'est encore à force de vouloir être dans la qualité, dans la rigueur, et surtout de vouloir tracer, on en finit par perdre notre cœur de métier. Parce que ça aussi, ça prend du temps. Voilà les questions, en gros, que je retrouve, moi, dans mes interventions. D'accord. Je ne comprends que trop bien, puisque je les vis aussi au quotidien. Bon, écoutez. Merci Soraya pour ce beau témoignage. Je ne sais pas s'il y a des questions de participants. Isabelle? Il n'y a plus de questions. Il y a beaucoup de remerciements pour Soraya et auxquels on s'associe d'ailleurs. Merci aussi à vous. Je vous propose qu'on poursuive avec Catherine Buffin-Beck. Catherine, on vous laisse la parole. Bien, merci. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Oui, merci Madame Azoug pour votre témoignage empli de sincérité, de vérité et de transparence qui nous rappelle finalement l'essentiel et ce qui nous rassemble ce soir, la question de la santé. Votre santé, celle des dirigeants, des dirigeantes. Merci aussi à Madame Wagner pour votre présentation. Alors, nous attirons votre attention sur 3 éléments de contexte dans un premier temps. Donc, d'abord, la question des enjeux autour de la santé du dirigeant. Ensuite, à partir de l'adage suivant, il n'y a pas plus seul qu'un dirigeant, quels sont finalement les paradoxes qui se cachent derrière cette formulation que vous partagez peut-être ou que vous avez à un moment donné traversé ou partagé dans votre parcours professionnel d'encadrant et de dirigeant. Enfin, la question de la charge de travail, vous êtes doublement concerné par cette problématique. On verra à quels escients. Donc, d'un questionnement finalement très personnel, très individuel de la charge de travail vous concernant, nous sentons en fait un terrain devenir celui d'un sujet collectif au sein de vos organisations et même dépassant celle-ci. Pour terminer, une offre d'accompagnement vous sera proposée en fin de webinaire. Alors, s'agissant du contexte et plus spécifiquement des enjeux, se profile l'enjeu du prendre soin de soi et prendre soin des autres. S'occuper de son propre travail en tant que dirigeant, c'est important. S'occuper de sa santé, ça l'est tout autant.
Donc, c'est répondre d'abord, je dirais, à un enjeu de préservation de votre santé, de vos compétences et de vos ressources. On dirait pour tenir parfois, mais aussi pour être épanoui, pour être dans une dynamique ou rester dans une dynamique pour rester ou devenir proactif. Encore plus peut-être, si tant est que cela soit possible. Vous êtes déjà très enclin dans cette dynamique d'innovation, de créativité, d'anticipation. À côté de cet enjeu de préservation de votre santé, se profile, et vous le partagerez avec nous, cet enjeu économique de survie et de développement de l'entreprise, de votre entreprise. Et je pense que ça peut être intéressant de sortir d'une logique parfois un peu binaire sur la question de la santé, où certains déclareront être en bonne santé et d'autres, ou les mêmes, à d'autres moments, être en mauvaise santé. À côté de cette approche peut-être un peu trop dichotomique, on peut inscrire la question de la santé sur un processus et sur le fait où cette volonté ferme et perdue de se maintenir en bonne santé. Au travail, c'est important, et dans la vie en règle générale, tout autant. Donc, on voit apparaître une dynamique de santé au travail avec le pouvoir d'agir sur la qualité de vie au travail, la vôtre et celle de vos équipes. Troisième enjeu, un enjeu de préservation de la santé du collectif, c'est effectivement ce que je viens d'évoquer, avec en interne la préoccupation de la santé pour le collectif de travail et j'oserais dire en externe, un enjeu de santé publique. Oui, c'est important de prendre soin de vous et de prendre soin des autres. Alors, curieusement, derrière cet adage, il n'y a pas plus seul qu'un dirigeant. Que devons-nous comprendre ou quels sont les paradoxes qui se cachent? Effectivement, vous êtes entouré, connecté au terrain, entouré de réseaux, de personnes qui gravitent autour de votre activité professionnelle et s'ajoute à cela donc l'environnement familial, mais aussi, complémentairement plutôt, les clients, les co-traitants, les sous-traitants, les partenaires institutionnels, les financeurs et l'appui de structures, experts ou conseils à vos côtés. Vous êtes de ce point de vue-là loin d'être seul et pourtant, vous assumez seul un certain nombre d'arbitrages qui vous reviennent en tant que dirigeant. Vous prenez des décisions et en assumez d'ailleurs les responsabilités qui s'en suivent. Vous êtes engagé et vous engagez votre responsabilité sur un certain nombre de décisions. Vous êtes traversé probablement par des doutes, des interrogations et peut-être un certain nombre d'inquiétudes avec un désir farouche de réussir et d'emmener avec vous dans cette aventure entrepreneuriale et humaine votre équipe. Alors oui, pas plus seul qu'un dirigeant, en même temps un dirigeant très connecté au terrain. S'ajoute à cela, donc à ce sentiment de solitude qui est vraiment intrinsèquement lié à vos missions, à vos activités de travail, une dimension temporelle qu'on ne peut ignorer, avec des va-et-vient constants entre une logique de réponse à des sollicitations à court terme et en même temps une vision stratégique du développement de votre entreprise. Donc, des décisions rapides, des décisions, je dirais parfois hâtives, qui nécessitent une grande réactivité, qui vous impliquent, bien évidemment, qui ont un impact, une multiplicité ou une multitude de décisions et d'actions à faire dans une journée qui ne fait que 24 heures, et en même temps, sans jamais perdre de vue, puisque c'est ce qui vous anime, la dimension stratégique. J'aime assez cette formulation, voir loin, sans négliger les détails de premier plan. Voilà finalement ce qui fait votre quotidien, cet exercice délicat, périlleux, mais le défi que vous relevez chacun d'entre vous. On parlait tout à l'heure de l'homme orchestre. J'ai vu passer sur le chat l'appellation ou la dénomination de pompier. Oui, il y a probablement un peu de tout cela dans l'activité du dirigeant. Alors, comment s'entourer de ressources? Comment vous entourer de ressources pour trouver un appui, un soutien, un éclairage? Vous êtes effectivement doublement concerné par la question de la charge de travail. Pourquoi? Bien parce que, premièrement, au titre d'encadrant, de dirigeant, vous êtes investi de ce rôle crucial
de mise en adéquation en fait des objectifs de performance, d'atteinte des résultats avec les ressources qui sont à votre disposition. Les ressources humaines et je dirais aussi les ressources matérielles, financières. Ces ressources humaines, vous les avez tantôt choisies, vous avez décidé d'intégrer, de recruter dans votre équipe un collaborateur, ou tantôt ces ressources humaines existaient avant même que vous preniez peut-être la fonction d'encadrant de l'activité. Donc, on choisit, on compose avec l'existant, un devoir d'arriver à un résultat probant, et la question de la charge de travail s'inscrit finalement au cœur de la relation que vous entretenez, vous, avec votre travail, et que le collaborateur entretient aussi avec l'exercice de sa propre activité professionnelle. Donc, en tant qu'encadrant, vous êtes directement concerné par la question de la charge de travail vis-à-vis de vos équipes, et en même temps, j'oserais dire, sans vous oublier pour autant, c'est-à-dire que ça vaut le coup quand même de se poser la question de la perception et de la gestion que vous avez vous-même de votre propre charge de travail. Qui va loin ménage sa monture. Je pense que c'est d'une pièce de Racine. En tout cas, il faut garder des forces ou des réserves si vous voulez atteindre les objectifs élevés, ambitieux, qui sont les vôtres, et partager ces réussites avec le collectif de travail. Donc, à cette étape-ci, comment construire des espaces de discussion avec les équipes, comment parfois trouver le temps aussi pour échanger avec les collègues, et quelles sont finalement les modalités d'échange que vous mettez en place, que vous souhaiteriez mettre en place avec vos pairs, avec donc des personnes qui sont investies de responsabilités aussi d'encadrement et qui œuvrent sur des champs différents des vôtres, mais qui ont cette même préoccupation managériale. Alors, nous percevons finalement un relatif glissement entre une question individuelle de la charge de travail, qui est la vôtre, à un sujet collectif. Il s'agit alors de bien comprendre ce qui fait la charge de travail pour pouvoir agir et avoir des leviers d'action. Donc, la charge de travail, on voit bien que c'est une question globale qui doit faire l'objet d'une réponse globale et pour le coup, ne pas faire uniquement l'objet d'ajustements spontanés et informels. Alors, peut-être que de mettre en débat tout ceci avec des tiers ou avec d'autres, peut-être que vous penserez cette démarche tout à fait légitime, mais finalement assez contraignante. Comment participer à des groupes d'échange, comment faire encore plus que ce que vous faites aujourd'hui et finalement, quels sont ou quels seraient les bienfaits de cet investissement temps dans des échanges avec des pairs ou avec le collectif de travail. Nous vous proposons ici quelques bienfaits à participer à des échanges. Cette liste n'est absolument pas exhaustive, mais elle viendra peut-être nourrir votre réflexion et votre prise de recul sur le sujet qui nous rassemble, s'enrichir finalement les uns des autres. Première idée ou premier bienfait peut-être des échanges avec des tiers, c'est se retrouver et donc rompre l'isolement du dirigeant, se sentir exister au-delà de la sphère dans laquelle on évolue au quotidien et se retrouver soi dans un échange avec des tiers. Deuxième idée, peut-être, discuter avec d'autres de façon peut-être informelle, rencontrer d'autres personnes, d'autres secteurs qui ont d'autres parcours de formation, d'autres champs d'expertise que les vôtres, d'autres dans une démarche, je dirais, pluridisciplinaire, et prendre conscience des préoccupations partagées. Ici, il s'agit peut-être plutôt de se décentrer, de parfois déculpabiliser aussi, et voilà, se rendre compte que ce n'est pas forcément de votre fait ou de votre faute, si tant est qu'il fallait trouver un fautif à une situation particulière, mais plutôt essayer de comprendre avec un prisme un petit peu plus large et parvenir à trouver, à mettre en place un certain nombre de leviers pour se sortir parfois des ornières dans lesquelles on peut avoir le sentiment de s'être un peu, voire beaucoup embourbé. Troisième idée, l'échange de pratiques. Découvrir d'autres façons de s'y prendre par le témoignage simplement d'autres et participer ainsi à un réseau d'échanges réciproques de savoir. Également s'informer, se tenir à jour, avoir cette activité de veille encouragée par le collectif sur
un aspect législatif, sur l'actualité, sur les évolutions, sur le territoire. Co-construire via des ateliers, réseauter, développer des contacts locaux et des alliances. Oui, parfois, la TPE ou la PME est aux limites d'un positionnement sur une réponse à appel d'offres, par exemple, ou un appel à projet parce que trop petite, ou dans un cœur de métier, dans une niche d'activité. Eh bien, en mesurant aussi, bien sûr, la prise de risque que peut représenter le travail en partenariat dans certains cas, ce peut être aussi l'occasion parfois d'étoffer une démarche clientèle en s'associant de collaborations fructueuses pour pouvoir honorer des marchés que peut-être nous ne pourrions pas honorer eu égard à la taille de l'institution dans certaines propositions. Bénéficier des REX, retour d'expérience, ou RITEX, retour d'expérience, ces deux mots, on pourra les considérer comme synonymes. Tutorer ou bénéficier du transfert d'expérience, innover, rêver, prendre du temps, éloigner des préoccupations du terrain en les mettant un peu à distance pour penser l'avenir. Alors, penser l'avenir et parfois penser des plaies, on peut jouer un peu avec les mots, expérimenter et, je dirais, partager des moments de convivialité, le tout dans le respect des valeurs partagées par le collectif. Pour terminer mon propos, je dirais, et je rejoins le propos de Madame Azoug tout à l'heure, il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller. Nous vous souhaitons d'être heureux dans cette activité, d'avoir des moments heureux de vie professionnelle à partager avec vos équipes. Nous sommes à vos côtés et je laisse la parole sans plus tarder à Laurence Thierry qui pourra vous présenter l'offre d'accompagnement ARACT qui sera suivie de l'offre d'accompagnement OPCO. Je vous remercie pour votre attention. Merci Catherine. Alors pour poursuivre, on va s'arrêter un peu sur ce que l'ARACT pourrait proposer aux dirigeants et dirigeantes d'entreprise sur les enjeux de santé, de leur propre santé. Vous l'avez compris, notre hypothèse, c'est de dire que la santé des dirigeants n'est pas une question simplement individuelle, et le témoignage de Madame Azoug en témoigne, c'est une question collective finalement à replacer dans un faire équipe. Et à ce sujet-là, nous vous proposons deux modalités pour vous venir en appui, deux modalités d'accompagnement. Alors, une modalité autour d'échange de pratiques entre pairs, c'est-à-dire entre dirigeants, de façon à garder finalement une similitude de vécu, et en faisant le pari que cet échange de pratiques permet d'abord de valoriser les expériences mutuelles des dirigeants, telles que en a témoigné Madame Azoug, et puis aussi de partager des façons de faire et des ficelles dont elle a parlé, et qui font ressource pour votre activité de dirigeant. Et puis la deuxième modalité d'appui, là c'est plus classique, je dirais, c'est un appui individuel par un consultant, mais en fait pour retrouver un travail avec ses équipes autour de la charge de travail collective. Alors bien sûr, cette offre, ce n'est pas une offre standard, l'ARACT n'a pas l'habitude de faire des offres standards. Toutes nos offres d'accompagnement sont, je dirais, sur mesure et construites dans l'interaction avec les acteurs à qui elles sont destinées. Donc voilà, il s'agit là des grandes lignes de ce que pourrait être un accompagnement à construire avec notre partenaire l'OPCO-EP et puis les dirigeants intéressés par ce type de démarche. Je passe la parole à Valérie sur l'offre de l'OPCO entreprise de proximité. Le lien est tout fait, puisque au niveau de l'offre de services de l'OPCO-EP, donc je vous rappelle que nous sommes à vos côtés, et notamment pour tout ce qui relève de l'information, de la formation, du recrutement,
et également de l'accompagnement. J'ai repris quelques points essentiels de notre accompagnement sur l'information. Donc, vous savez que vous avez toujours à disposition des webinaires, donc des réguliers, sur des thématiques qui peuvent effectivement être proches de vos préoccupations. Une assistance juridique également sur toutes les questions formation et emploi. C'est vrai qu'on a quand même vu au travers du témoignage de Soraya et des éléments d'enquête que même si, comme disait Soraya, la gestion du personnel n'est pas apparue tout de suite comme étant une priorité, il est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des questions régulières que nous avons de nos entreprises. Et donc, on met à disposition effectivement des questionnaires, des guides pratiques. On les aide également à se former. On a parlé de la formation donc des salariés, mais également des dirigeants. Donc, comment effectivement on peut aujourd'hui mobiliser les formations, comment monter des projets pour accompagner ces dirigeants. À disposition également donc tout ce qui relève des obligations pour faciliter notamment, donc ce sont des exemples, c'est la formation à distance avec l'entretien professionnel. Et puis sur la partie recrutement, gestion du personnel, comment est-ce que je m'entoure finalement aujourd'hui de compétences? Donc il existe différentes ressources, différents moyens. Donc l'OPCO-EP effectivement est beaucoup plus orienté sur tout ce qui relève de l'alternance. Donc pourquoi pas? Je suis aujourd'hui dans mon entreprise, j'ai besoin d'un collaborateur. Finalement, est-ce que l'apprentissage, la professionnalisation ne pourrait pas être effectivement un moyen de m'entourer de compétences et de déléguer, de décharger un peu finalement mon activité? Et pour terminer, l'accompagnement, donc en parallèle de ce que nous a proposé Laurence, qui s'appelle Objectif Reprise, nous pouvons effectivement accompagner les entreprises dans ce qui est en fait appelé aujourd'hui une prestation de conseil en ressources humaines. L'idée étant d'aider l'entreprise à adapter son organisation, ses ressources humaines, sa gestion. Pour elle, c'est aussi une façon de contribuer au maintien de ses compétences, au développement de ses compétences, et d'intégrer vraiment la notion de RH dans son entreprise. On me dit souvent, oui, enfin, on est une petite entreprise, oui, mais même une petite entreprise, elle a besoin également de pouvoir se professionnaliser avec effectivement des outils qu'on peut mettre à disposition. Donc voilà ce qu'il en est pour je dirais, l'accompagnement de l'OPCO des entreprises de proximité. Je voulais quand même remercier les partenaires et les interventions, les intervenants, notamment Catherine, qui nous a fait, je trouve, un bel exposé sur une partie très explicite de ce que l'on peut mettre aussi en place et de la compréhension de la santé au travail, qu'il s'agisse effectivement du dirigeant en tant que tel, mais également de l'ensemble de l'entreprise. Et puis remercier notre partenaire l'ARACT, pour, je dirais, ce début d'échange, si on peut dire. Et j'espère qu'on va continuer effectivement à travailler ensemble pour améliorer, en tout cas, les conditions et la qualité de vie à la fois de nos dirigeants et de nos entreprises. Et encore une fois, alors, beaucoup de merci d'ailleurs, je vois dans le chat pour Soraya, qui nous a effectivement vraiment exposé son vécu. Et je pense que ce qu'elle nous a traduit à travers donc ses propos, c'est le ressenti de l'ensemble des dirigeants qui déjà ont répondu donc à ces questionnaires et qui ont participé à ce webinaire. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Merci Valérie. Donc, nous allons peut-être ouvrir pendant 2-3 minutes quelques questions, remarques ou témoignages. Si vous voulez nous faire part de vos retours, n'hésitez pas avant de conclure. Ou si... Encore une petite minute, si je vois qu'il y a des gens qui écrivent. Oui. Bon. Les dirigeants de TPE-PME n'ont pas toujours la connaissance des services à leur disposition, santé et QVT. Exactement, c'est un peu l'ambition de ce premier échange avec vous, c'est de vous montrer qu'il y a des institutions à votre service, l'OPCO-EP, l'ARACT, et que notamment dans le cadre d'un partenariat, on va essayer de plus cibler une offre à destination des dirigeants. Eh bien, sinon, voilà.
Il y a des remerciements. S'il n'y a plus de questions, je conclus pour vous dire que pendant toute cette semaine, vous pouvez vous inscrire à d'autres webinaires sur des thématiques aussi variées que la qualité de vie au travail et le télétravail. L'un ne va pas sans l'autre. Ou aussi sur des enjeux de management et de dialogue social qui sont qui peuvent être problématiques dans la période. Nous avons aussi un CSE qui va témoigner, le CSE de Leroy Merlin, autour des actions qu'ils ont engagées sur la qualité de vie au travail. Et puis, nous avons aussi une thématique qui émerge et qui concerne aussi les TPE-PME. C'est la question de la transition écologique et comment cette transition écologique impacte les conditions de travail. Voilà, vous retrouvez tous ces rendez-vous sur le site de l'ARACT. Et voilà un témoignage qui arrive. Je suis dirigeante depuis 2 ans et je partage en totalité ce qui a été dit. Merci. Effectivement, j'envisage de me renforcer avec un contrat d'apprentissage, mais je ne sais pas le coût pour l'entreprise. Est-ce qu'on peut répondre sur le coût du contrat d'apprentissage? Je crois que ça dépend de l'âge de l'apprenti. Oui, le coût de l'apprentissage est en fonction de… Alors, ça dépend de ce qu'on appelle par le coût. Il y a le coût du pédagogique, en fait, qui est pour la plupart pris en charge en totalité par les OPCO. Donc, que ce soit l'OPCO EP ou l'OPCO dont relève cette entreprise. Et ensuite, effectivement, le coût actuel au niveau de la rémunération est en fonction de l'âge et du diplôme et voire du passé, je dirais, de formation du salarié qui est pris en apprentissage. Particularité pour cette année 2021, c'est qu'il y a des aides exceptionnelles qui sont effectivement donc octroyées auprès des entreprises qui permettent notamment d'avoir quasiment pour une première année des coûts neutralisés. Donc, c'est vrai que ça peut être une opportunité pour une entreprise qui hésite encore aujourd'hui à recruter sous ce modèle, sachant que les aides vont perdurer jusqu'au 31/12/2021. Et donc, moi, j'invite cette entreprise à se rapprocher de son OPCO. Alors, peut-être que c'est l'OPCO EP, mais il me semble que j'ai vu qu'Isabelle avait mentionné l'OPCO Constructis. Enfin, voilà. L'idée, c'est que vous vous rapprochiez de votre OPCO de compétences pour pouvoir aborder la question du recrutement par apprentissage. Voilà, merci Valérie. Écoutez, on vous propose de terminer. On vous remercie beaucoup. Une dernière question. Est-ce que l'on a encore les aides pour embaucher en CDI les jeunes de moins de 25 ans? Alors, est-ce que les aides… Alors, je ne voudrais pas dire d'erreur. Il me semble qu'elles sont prolongées également comme les aides exceptionnelles. À vérifier quand même. À vérifier. Et puis, un dernier témoignage. Merci aux organisatrices. Vous avez remarqué, Trice, c'est très bien. Cette réunion et ce sujet dense, complexe et si présent pour chacune d'entre nous. Ce sentiment de solitude du dirigeant peut peser énormément sur la famille et les salariés. Merci encore. Bon, écoutez, on vous propose de conclure. N'hésitez pas à nous recontacter. Nous, on vous adressera par mail un questionnaire de satisfaction et on aimerait bien avoir vos retours, notamment sur les thèmes que vous seriez intéressés de voir traités dans des ateliers ultérieurs. Encore merci Madame Soraya Azouz pour votre témoignage et merci à l'OPCO EP pour ce partenariat naissant mais déjà dense. À bientôt. Merci. Au revoir.